Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire proposé par les experts du marketing et de la communication B2B, nomination et RSI. On va parler data, on va parler ABM ensemble aujourd'hui pour pouvoir imaginer les bons dispositifs d'avenir avec la data et avec les bons éléments pour partir sur de bonnes bases. Voilà, bienvenue à tous. Donc, je suis Laurent Olivier, un des directeurs associés d'Aressi, et je suis avec Benoît Marcelin de Nomination. On va aussi accueillir avec nous Albelkrim qui va se connecter dans quelques secondes pour pouvoir échanger ensemble. Donc, moi, je suis Laurent Olivier, donc directeur associé de Aressi. Aressi fait partie du groupe EPOCA et donc on est l'activité dédiée au B2B, au business to business. Et donc, on adore travailler avec Benoît Marcelin, qui est directeur général adjoint de Nomination. Un mot sur Nomination, Benoît? Oui, merci Laurent. Alors, Nomination, pour ceux qui ne connaissent pas, nous, notre métier, c'est produire de la donnée B2B sur les entreprises et surtout sur leurs décideurs. Donc, on va accompagner nos clients à activer par des dispositifs marketing ou commerciaux des cercles de décision pour générer des leads, influencer des ventes, mettre en place des programmes ABM. Bref, on travaille très souvent avec RSI. On est très content d'être invité à chaque fois à tes webinaires, Laurent. Super, merci. Et donc, avec nous, il y a aussi Albelkrim Talaoui de Optopic. Bonjour et bienvenue. Peut-être aussi dire une petite phrase sur Optopic et te présenter. Oui, merci Laurent. Déjà, je vous remercie de nous avoir invités et de participer à ce webinaire. Octopic est une entreprise d'experts en big data et intelligence artificielle. Nous accompagnons essentiellement les entreprises dans leur transformation par la data, la stratégie et la mise à disposition d'experts autour de ces sujets qui concernent aujourd'hui beaucoup d'entreprises. Voilà, donc on va parler ensemble de la data et notamment avec cet angle de l'ABM, Account-Based Marketing, comment faire en sorte de mener des campagnes ciblées sur des comptes identifiés en amont. Et clairement, aujourd'hui, bien réfléchir en amont de sa data est une clé de réussite des campagnes. Et donc, on va voir ensemble pendant une demi-heure, un peu en mode rapide, comment réussir ces campagnes dépend aussi de la data. Bien sûr, ça ne dépend pas que de ça, mais c'est un des fondamentaux pour bien démarrer. Donc, on va parler un peu micro-campagne, micro-ciblage, puis Benoît nous reparlera de cet enjeu de la data dans son CRM, et puis on ira plus loin. On essaiera, grâce à Delcrim, de se projeter dans un avenir et dans une vision plus lointaine, grâce notamment à ces modèles associés au big data et à l'intelligence artificielle. Pour démarrer, je vais garder la parole, donc je vais vous parler de la cible et du ciblage. Et je vais échanger avec vous sur effectivement combien de comptes adresser, qui est une question qu'on se pose souvent, qu'on nous pose souvent pour démarrer une campagne. Donc, clairement, une des bonnes réponses que l'on propose, c'est de travailler par strat, en disant que néanmoins, on ne peut pas mettre les mêmes moyens sur toutes les cibles. Et donc, nous, on recommande très vite de créer des catégories. Ça paraît un peu basique, mais c'est néanmoins un des fondamentaux que l'on propose de faire, de segmenter sa base en disant qu'on a quelques cibles très stratégiques et top prioritaires. On va y mettre une emphase spécifique. Je voulais partager avec vous cet élément-là, qui est le baromètre 2020 réalisé donc par Nomination et qui va tout simplement vous identifier, distinguer, je dirais, la performance des campagnes selon la taille de la cible. Et vous le voyez, plus la cible est petite, plus le taux d'ouverture ici est important. Quand on est sur des cibles de moins de 250 contacts, on va jusqu'à 20% de taux d'ouverture. Pourquoi ? Pas parce que la base elle est de meilleure qualité qu'on soit à 10 000 ou à 250, mais tout simplement parce qu'on est sûr qu'on est sur des populations plus cohérentes, plus petites, donc plus cohérentes, avec les mêmes insights, les mêmes pain points, avec donc les mêmes besoins. Et donc, le vocabulaire qu'on va utiliser va être moins générique, il va être plus resserré et plus ciblé. Donc, on va avoir plus d'efficacité dans la pertinence du message. Alors, je dis pas non plus qu'il faut faire que des campagnes à 250 contacts, parce qu'après, clairement, il y a un enjeu lié à l'effort de personnalisation et on va revenir. Mais néanmoins, on voit que c'est aussi important, cette mécanique de
petite base de 250, on va dire, parce qu'on voit qu'on a des taux d'ouverture qui peuvent doubler. Donc, très vite, on va en fait construire des petits segments, des petits clusters. Hein, on utilisait ce mot-là avant, en tout cas des petits segments où on va se dire, on va peut-être changer l'objet de l'email, on va peut-être changer l'accroche, on va changer le visuel. Et donc, c'est cet effort de personnalisation qu'on va vous inviter à faire, vous aider à faire pour faire en sorte que, à une cohérence de cible, on ait une cohérence de message. Et comment on va faire ça? Par exemple, on va d'abord peut-être changer le titre, changer le visuel, tout simplement lié peut-être au marché. Rien que ça, déjà, on voit des effets importants dans l'engagement, dans le taux de clic, taux d'ouverture. Ça peut être donc la vignette sociale ou le header de l'email, ça peut être la couverture, le titre, ça peut être quelques chiffres clés liés à un secteur et non pas générique. Bien sûr, si vous commencez à construire des contenus exclusifs ou des clients spécifiques pour quelques clients, d'un seul coup, on a un effort de personnalisation qui est important et on a aussi un coût qui est important. Donc, globalement, ce qu'il faut retenir pour ne pas trop décevoir, c'est commencer par personnaliser votre porte d'entrée. Donc, typiquement, la porte d'entrée, c'est le visuel dans votre email ou c'est souvent la vignette sociale. Là, c'est un exemple dans ce qu'on a fait pour Alcatel-Lucent Entreprise où on a personnalisé pour chacune des micro-cibles le visuel qui était lui-même une accroche et qui s'appuyait vraiment sur des vrais insights. On a fait ce travail avec les chefs de produits et on s'est vraiment appuyé sur des pain points réels exprimés par les professionnels de la santé, les professionnels de l'éducation et les professionnels de l'hôtellerie. Et on a eu des très bons taux d'engagement parce que justement, on n'était pas sur des visuels très génériques avec des hommes et des bouches blanches ou devant une salle de cours, devant un hôtel, mais on était vraiment sur des phrases qui résonnaient parce qu'elles étaient vraiment pour eux comme des vrais sujets de difficultés auxquels Alcatel-Lucent pouvait répondre certes avec son standard téléphonique, mais avec une réponse concrète par rapport à un métier. D'autres exemples de personnalisation, et on peut aller jusqu'à personnaliser éventuellement même des vignettes jusqu'à l'entreprise. C'est ce qu'on a fait pour Train Expo, en mettant le visuel de Auchan pour cibler les gens de Auchan, en mettant le visuel de EDF pour cibler les gens de EDF. Bon, voilà, alors attention, un débat, est-ce qu'on va utiliser le logo, etc. En tout cas, vous voyez ici qu'on a été travailler sur la fibre affective avec l'idée de s'appuyer sur la date d'anniversaire, les 60 ans de Auchan, les 75 ans d'EDF. Bon, voilà, que les gens d'EDF voyaient ces visuels EDF et on a réussi à créer de l'engagement. Parce que là, la porte d'entrée LinkedIn était hyper personnalisée. D'autres exemples, après, là, c'est des campagnes que l'on mène pour HP où on va, vous voyez, la partie de droite du visuel personnalisée au marché, ici au solaire ou à l'énergie, à l'industrie, au retail, à la logistique. Et là, en fait, on ne vend plus une imprimante, on ne vend plus une tablette, on voit un outil pour un fonctionnement B2B. Et pour les emailing, on peut aller loin dans la personnalisation. C'est qu'on peut aussi, aujourd'hui, il y a des outils qui permettent même d'aller y mettre le logo du prospect. Donc, quand on s'appuie sur la data, qu'on remonte de l'information, on peut aller plus loin dans l'hyper-personnalisation, ce qui fait que on a un fort taux de déclenchement parce qu'on génère de l'intérêt, on suscite de l'intérêt parce que les gens se disent non, ils ne me cherchent pas à me vendre quelque chose, mais vraiment à m'apporter un service. Donc, vous le voyez ici pour Déco et Cabot, c'est un autre exemple pour notre client J-Collect, où pour chaque emailing, il y avait le logo à gauche du prospect, il y avait même la photo qu'on a aspirée ici de LinkedIn comme un témoin en fait d'un client qui proposait comme un témoignage, où ici on a simulé une facture dans laquelle il y a vraiment le logo de l'entreprise qu'on cherche à adresser, et donc voir une facture avec son logo interpelle et donc crée ce fameux engagement qu'on cherche absolument à avoir. Voilà donc pour cette partie micro-segment. Je passe la parole à Benoît qui va nous expliquer effectivement comment on passe aujourd'hui de son CRM à une data plus intelligente grâce à Nomination. Alors, merci Laurent. Effectivement, la question derrière tout ça, c'est super de vouloir faire des micro-ciblages, mais très concrètement, quels critères j'utilise et comment je fais pour tout bêtement, définir ces listes de comptes. Tout le sujet, en fait, c'est toujours le même, c'est de dire aujourd'hui, si vous avez à mettre tous vos efforts sur un faible nombre de comptes, il vous faut des comptes à fort potentiel et des comptes sur lesquels vous pouvez maximiser votre taux de transformation. Et donc, vous avez cette double problématique à gérer.
pour pouvoir définir finalement un terrain de jeu qui soit le plus pertinent possible. Alors, comment on peut s'y prendre? Il y a plusieurs approches possibles. Souvent, quand on arrive en début de projet ABM, par exemple, nos clients ou nos futurs clients se sont interrogés en disant, tiens, on va déterminer notre liste de, je sais pas, les top 100 comptes qu'on veut adresser avec notre approche ABM. Souvent, ça part d'une discussion du directeur général avec son codir qui dit, allons-y, programme ABM, j'en ai entendu parler, il faut concentrer nos efforts. Et là, souvent, on largue un peu, entre guillemets, les commerciaux dans la nature en leur disant, donnez-nous la liste des top comptes qu'il faudrait qu'on adresse. Et dans le meilleur des cas, après avoir un peu fouetté tout le monde et sans vraiment les aider, on obtient une liste de noms. Et on a, par exemple, ça nous était arrivé il n'y a encore pas très longtemps, un de nos clients qui nous dit, moi, un de mes top comptes, c'est Bouygues. On dit, pas de souci. Sauf qu'en fait, quand vous dites Bouygues, vous parlez de quoi? Là, on a juste, en mode très simplifié, parce qu'en vrai, c'est encore plus complexe que ça, on a illustré la structure du groupe Bouygues. Et le groupe Bouygues, en fait, c'est une myriade d'entités qui ont des enjeux, des objectifs, des finalités différentes. Bref, comment, au sein de la même campagne, adresser les mêmes problématiques du DG ou du directeur marketing de auféminin.com, qui est une filiale du groupe TF1, elle-même filiale du groupe Bouygues, et puis le DAF de Bouygues Construction. On voit bien que dans cet exemple, évidemment un peu caricatural et extrême, on ne peut pas se contenter de jeter des noms sur la table pour définir sa liste de comptes prioritaires. Et puis surtout, il y a une vraie question, c'est est-ce que Bouygues, c'est vraiment du potentiel pour moi ou c'est juste un beau nom? Et des fois, ça nous arrive, des clients qui nous disent, moi, je vise le SBF 120. Vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr d'avoir que 120 comptes? Est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est cela qu'il vous faut? Et donc, une fois qu'on a passé cette étape du name dropping, on a la deuxième approche. La deuxième approche, il essaye d'être plus rationnel, et le truc le plus rationnel pour définir ses futurs prospects à potentiel, c'est de regarder un peu dans le passé et de se dire, dans mon portefeuille client, quels sont mes super clients, mes clients références, mes clients, mes 20% de clients qui font 80% de mon résultat ou 80% de mon chiffre d'affaires. Et pour ça, normalement, aujourd'hui, en 2020, on est censé tous avoir un CRM. Et donc, il suffit que je regarde dans mon CRM pour aller identifier mes top clients par secteur et par taille d'activité, et par taille, pour trouver finalement les X clients ou les X clients les plus intéressants, et donc en déduire les secteurs sur lesquels je dois me développer. Sauf que, en vrai, une fois de plus, quand on regarde dans le détail, là, je vous ai fait une copie d'écran d'un des CRM de nos clients, évidemment, on ne dira pas le nom. Il avait une très belle liste de comptes avec des beaux noms de clients, sauf que dans la qualification, on était assez léger, puisqu'on n'avait que très peu de secteurs d'activité, que très peu de tranches effectives et de tranches salariées. Résultat, quand on faisait des analyses, enfin en tout cas quand notre client faisait des analyses, son top secteur d'activité, c'était vide, et son top tranche d'effectifs, c'était vide. Avec ça, évidemment, compliqué de se projeter. Et donc, par rapport à ça, nous, on a mis en place chez Nomination une petite mécanique qui va justement aider nos clients à dépasser le côté name dropping ou le côté j'ai des trous dans mon CRM pour aller accompagner ce travail d'ultra ciblage. Alors, on appelle ça le smart scoring. On va essayer de rendre intelligent la notion de sélection de cibles à potentiel. Alors, comment on s'y prend? On a un point de départ qui est normalement un point de départ accessible à tout le monde, qui est donnez-moi la liste de vos clients ou la liste de vos comptes et la valeur que vous lui mettez en face. Alors la valeur, selon les industries, ça peut être le chiffre d'affaires, la marge, un nombre de produits vendus, etc. Une fois qu'on a pris ça, on le met dans notre outil et automatiquement, en fait, on va générer une segmentation automatisée. C'est-à-dire qu'on va prendre chacun de vos clients, on va retrouver son secteur d'activité, son sous-secteur d'activité, la taille de l'entreprise, et on va automatiquement, finalement, calculer votre panier moyen et votre score de potentiel sur chacun des croisements. Là, par exemple, dans le cas qui nous intéresse, qui vous est projeté, donc c'était un client pour lequel le panier moyen sur les très grosses entreprises de conseil de plus de 10 000 salariés était 7 fois plus élevé que le panier moyen de tout son portefeuille. Donc, on se dit, là, typiquement, on a une zone sur laquelle ça peut valoir le coup d'investir. Alors, vous allez me dire, super, je sais que c'est là où il faut que je travaille, mais concrètement, comment je passe de ça à une liste de comptes à prospecter? Ça, c'est la deuxième étape de notre outil de ciblage assisté. C'est très simplement, en fait, on va vous identifier dans cette zone combien vous avez de clients identifiés et nous, combien on connaît d'entreprises. Et ce qui va vous permettre d'identifier finalement un potentiel de développement et justement de créer ces micro-cibles
cohérentes. Cohérentes parce qu'elles ont une même taille, un même secteur d'activité, donc probablement des enjeux équivalents, et à la fois sur lequel vous allez avoir la certitude que c'est des comptes à fort potentiel parce que vous avez déjà des succès clients et des succès qui vous ont rapporté, entre guillemets, beaucoup. Donc voilà un peu comment, avec les outils de nomination, de manière assez automatisée et assez simple, on va passer d'une liste de clients avec juste un indicateur chiffré à la capacité d'identifier des zones sur lesquelles c'est le plus intéressant pour vous d'aller parce que vous avez un potentiel par client en termes de chiffre d'affaires, de marge, etc., le plus intéressant pour vous. Et derrière, on va traduire ça en liste de comptes ciblés sur lesquels vous allez pouvoir enclencher, par exemple, les actions de campagne micro-ciblées, personnalisées, telles que vous a présenté Laurent. Merci Benoît. N'hésitez pas à nous poser d'ores et déjà quelques questions. On essaiera d'y répondre à la fin, même si on essaye de tenir le rythme et de respecter le timing imparti. Hein. Donc, merci Benoît. On va laisser maintenant la parole à Albekrim Talaoui, de Octopic, hein, qui est notre invité aujourd'hui pour cette session, et on va essayer de se projeter un peu plus loin pour comprendre effectivement de la data telle qu'on peut l'avoir dans le CRM ou de la data telle qu'on peut l'avoir dans Nomination, avec déjà ce premier niveau d'information que Benoît nous a proposé d'obtenir en ayant ce scoring, le potentiel de scoring sur les comptes. Comment aujourd'hui on peut aller plus loin et notamment en abordant le big data. Et alors peut-être pour commencer, nous redire un mot sur Octopic. Moi, j'aimerais savoir c'est quoi un collaborateur, à quoi ça ressemble un collaborateur dans l'IA ou le big data chez Octopic, Abdelkrim? Je crois que… Ah, voilà, je vais… C'est bon, je pense. Excusez-moi. Ok, super. On est sur des sujets très techniques et très avant-gardistes. Donc, effectivement, le collaborateur chez Octopic, il y a trois types de collaborateurs. Le premier, c'est tout l'enjeu, en fait, est d'aller chercher la donnée. On l'a vu tout à l'heure dans une base CRM. Bah, il manque de la donnée, donc il faut des gens qui ont une capacité à développer sur des nouveaux outils de type Python, Scala, donc voilà, et ça c'est le premier type de collaborateurs, ce qu'on va appeler aussi des data ingénieurs, des gens qui sont capables de manipuler la donnée, de la traiter, de la cleaner. Donc c'est un mix entre développeurs mais aussi experts autour de technologies de type big data. Alors qu'est-ce que c'est que le big data? C'est des technologies autour de Hadoop ou des bases de données de type NoSQL. Donc, c'est des bases de données et des architectures qu'on va appeler scalables. Ça, c'est le premier, un des types de collaborateurs que nous avons. Le deuxième, c'est un expert autour de l'architecture Big Data, parce que, en fait, le Big Data, c'est un assemblage de plein d'outils, de plein de produits. Et pour pouvoir extraire cette valeur qu'il y a autour de la data, bah, il faut des gens capables de comprendre en fait toutes ces nouvelles technologies qui sont mises à disposition. Ça va on parlait tout à l'heure de la captation de données à l'ingestion, au traitement, à la sécurité, donc à l'exploitation de ces données. Donc il y a la notion de streaming hein, que vous connaissez dans le marketing, hein, c'est pouvoir donner une réponse immédiate, bah, c'est toute une série de technologies. Pour pouvoir absorber une charge de données, bah, il faut aussi derrière savoir travailler sur la partie architecture et système. Donc là, c'est un expert Big Data. C'est souvent quelqu'un qui a plus de 10 ans, 15 ans d'expérience dans des sujets autour d'expertise, d'architecture technique autour des systèmes d'information, qui va à un moment donné prendre une trajectoire autour des technologies de type Big Data. Et puis on a… Un projet, ça ressemble à quoi chez Octopic? Parce que là, on voit effectivement vos collaborateurs, effectivement, il y a un haut niveau de compétences. Ça ressemble à quoi un projet chez Octopic? Bah, il se décompose en fait en différents… Déjà, chez Octopic, on travaille énormément ce qu'on appelle méthode agile. Alors, si ça vous parle, c'est des méthodes basées sur des outils de type Scrum, Kanban. Donc, on a une chef de projet et coach agile, et on va se fixer plutôt des objectifs versus du cycle en V.
Et donc là, et puis, c'est là aussi d'élaborer en fait toute une stratégie et une matrice de maturité auprès des clients pour comprendre où ils en sont versus l'enjeu de la data. Et à partir de là, on va décliner, en fait, à partir du modèle de maturité qu'on va proposer aux clients, on va décliner une stratégie pour l'aider à aller créer de la valeur autour de ces sujets. Et vous parliez des collaborateurs, on n'a pas parlé des data scientists et des experts en IA qui viennent souvent au bout de la chaîne voilà. Là, ce sont des gens qui ont globalement une expertise dans le développement, qui doivent comprendre les enjeux métiers, business, parce que l'IA ne concerne pas forcément que le marketing, hein. Ça peut être des sujets vraiment très, très complexes autour de l'industrie, et qui ont aussi un background mathématique, parce que vous parliez tout à l'heure de clustering, les clusteriser des ensembles de populations, etc. On doit faire appel en fait à une série d'outils statistiques, probabilistes et autres, pour mettre à disposition des modèles d'intelligence artificielle. D'accord. Okay. Donc voilà un peu le profil qu'on a chez Octopic. Donc, la data, hein, c'est souvent une souffrance hein, pour les gens du marketing. Hein, je peux le dire comme ça, Benoît. C'est souvent un sujet compliqué. Comment Octopic peut nous aider ou quelles seraient les bonnes pratiques pour avoir une bonne hygiène de la data, comme je l'appelle moi souvent. Abdelkrim. Alors, le premier enjeu, si vous voulez, c'est ce que j'ai dit, c'est que l'étape la plus difficile dans le domaine du big data, c'est pas le traitement de la donnée, c'est pas la classification ou la clusterisation, c'est pas l'analyse de données. La chose la plus dure, c'est tout simplement de mettre la main sur les données. Et ça, c'est le véritable enjeu aujourd'hui. Et vous l'avez vu, on l'a vu tout à l'heure dans quelques lignes de CRM. Il manque énormément d'informations. Donc, si on veut mettre en place une stratégie marketing qui va bien, appuyer sur la donnée, la première chose qu'il faut, c'est avoir accès aux données manquantes, avoir accès à un maximum de données. On parle de big data, donc on parle d'une volumétrie de données assez conséquente. Vous parliez aussi, et c'est assez intéressant, j'ai noté de hyper personnalisation. Oui. Alors, c'est antinomique le big data et l'hyper personnalisation. Comment partir d'une volumétrie de choses qui sont très abstraites, des données structurées, non structurées. Une donnée non structurée, c'est un son, c'est une image. Hein. Donc, c'est des logs. Comment partir de données non structurées, les structurer, des données structurées, ce sont des données de type base de données CRM, hein, pour pouvoir en créer de la valeur. Donc là aussi, c'est un des enjeux qu'on va retrouver dans le big data et dans la notion dans le marketing, c'est de pouvoir collecter et rassembler à un moment donné cette donnée et la faire parler ensemble. Hein. Donc là, tout l'enjeu aujourd'hui pour beaucoup d'entreprises autour du marketing, c'est mettre la main sur les données déjà dans l'entreprise. Même dans une grande entreprise, si je suis EDF, si je suis Engie ou HP, j'ai de la donnée qui est étalée, éparpillée dans différents systèmes d'information. Comment avoir accès à cette donnée? Est-ce que je suis capable, si je n'ai pas accès, de la reconstruire, hein? Et ensuite, quand j'ai accédé à ces données, là, je vais commencer à la traiter parce que la donnée, elle n'est pas forcément mise à jour. Il va falloir besoin de la mettre à jour. Une entreprise, elle a une vie, par exemple, un profil. Il a une vie, un jour il est là, le lendemain il est dans une autre entreprise. Donc, pouvoir mettre à jour cette donnée, la cleaner, la dédupliquer, bref, ajouter la donnée manquante et l'augmenter, lui apporter encore plus de valeur parce que à partir par exemple d'un prénom, c'est d'ajouter des algorithmes d'IA permettant d'identifier si c'est pas forcément que d'IA, hein, de statistiques, est-ce que c'est un homme, une femme, etc. Donc, plus je vais ajouter de données, plus au final, mes data scientists vont pouvoir créer des modèles pertinents et plus justes pour aider mes directions marketing à avoir les meilleures campagnes. Alors, les données, si je peux me permettre, elles sont éparpillées, mais elles sont partout. Elles sont dans les logs de navigation, elles sont dans où est-ce que mon client, si j'ai un site e-commerce, il s'est positionné. Bref, pour pouvoir clusteriser et aller vers l'hyper-personnalisation de ces offres marketing que vous proposez à vos clients, il va falloir, avant d'en arriver là, capter cette donnée, la structurer et s'appuyer sur des plateformes convergées, là aussi qui vont faire appel à différentes technologies. Et l'un des atouts pour le marketing aussi, qui est très important, c'est de pouvoir répondre en temps réel. Si je suis capable
d'apporter l'information immédiatement, de la corriger, de rattraper mon client qui a laissé un panier et qui n'a pas été au bout de son action, de lui expliquer à travers cette analyse de données, etc., de lui apporter tout de suite la valeur qui va bien, tout de suite l'information qu'il cherche. Là aussi, je vais gagner en rapidité, en exécution et ça va se finir en acte d'achat beaucoup plus probable que si je l'avais laissé s'éparpiller et repartir sans m'adresser à lui. Voilà, par exemple. On a compris big data et hyper personnalisation finalement sont plutôt faits pour converger en termes d'intérêt, hein, parce que on part effectivement de big data et de grands ensembles, mais grâce au travail d'Albecrim, on va créer ces fameux clusters, on va retrouver des clusters cohérents qu'on va pouvoir après pouvoir venir enrichir grâce à Benoît et avec la data complémentaire qu'il a. Et c'est là où, en tout cas, nous, on pense, l'intérêt, c'est que souvent l'information, elle est dans l'entreprise, hein, sauf qu'elle est éparpillée. L'enjeu, c'est de la réconcilier, l'enrichir et faire en sorte qu'on trouve les bons triggers, les bons éléments pour déclencher les bons messages qui seront bons parce qu'ils seront basés sur des faits réels. Plus ils sont en temps réel, comme l'a dit Albecrim, plus ils sont pertinents parce qu'on n'est plus dans la communication, mais on est dans le service rendu à la cible. Et donc, le taux d'engagement, hein, qui est finalement notre KPI final, est successful. Alors, peut-être juste dire un mot, hein, parce que nous, marketeurs, on rêve du système qui pourrait nous prédire demain parmi encore plus loin que ce que nous a présenté Benoît dans le scoring, nous prédire qui est un client à risque de churn, qui est un client à potentiel. Est-ce que demain, cette fameuse intelligence artificielle, Albecrim, va nous en apporter encore plus dans ce fameux prédictif? Oui, oui, bien sûr. En fait, il faudrait, si je vous mettais les experts, vous savez, les experts à Miami, oui. et je vous mets qui a l'expérience, qui a le savoir, qui a l'intuition, et puis vous avez les experts. Globalement, on arriverait à résoudre presque toutes les enquêtes policières. Mais la promesse, c'est celle-là. Il ne suffit pas, nous, on vient avec, et c'est tout l'intérêt. Octopic, des entreprises comme Octopic viennent avec un savoir-faire, un métier d'expert. Et puis, on vient travailler avec des entreprises comme Aresis, comme Nomination, qui ont un savoir-faire, qui ont donc cette projection que pourrait avoir Colombo. Et à partir de là, il est évident qu'on va pouvoir amener le client vers des sujets nouveaux. Alors, la prédiction dans le churn, par exemple, je vous donne un exemple. En analysant énormément de données, si on est chez un opérateur télécom, on va pouvoir, et c'est des choses qui existaient déjà auparavant, un petit peu anticiper le churn en analysant des données, je dirais, internes à l'entreprise. Mais des experts comme vous vont apporter plus que ça, vont apporter aussi une modélisation à travers des expériences, à travers aussi une intuition. Alors, est-ce que le temps, la météo a un usage, a une conséquence du moins sur le churn? Est-ce qu'une nouvelle offre qui arrive d'un concurrent a une influence sur le churn? Et en fait, nous, on a de la donnée interne chez le client, mais des entreprises comme vous vont venir aussi avec une connaissance métier. Et donc là, l'objectif, ça va être, par exemple, d'avoir des robots de crawling, scrapping qui vont surveiller les offres des concurrents, qui vont les amener en fait une différenciation sur les prix aussi des concurrents, etc., et qui vont essayer de comprendre. Et donc, on va ajouter des éléments. Et là, on va pouvoir dire, OK, tous ces éléments-là, voici lesquels qui interagissent le plus dans le churn, dans le taux de rétrition. Et donc, on va pouvoir prédire avec beaucoup plus de fiabilité, en fait, cette anticipation de churn. Mais ensuite, des entreprises comme vous vont venir apporter leur valeur en établissant toute une stratégie, parce qu'il faut savoir aussi discuter avec du marketing automation, avec des offres peut-être un peu plus pertinentes vis-à-vis de ces clients qu'on a déjà. Donc nous, on va venir donner les éléments, et ensuite, c'est des gens comme vous qui vont personnaliser, et on revient vers l'hyper-personnalisation, et transformer en fait ces actions de prédiction en actions de captation, de fidélisation de clients. Donc voilà un peu, effectivement, on voit bien que
historiquement, le churn était basé que sur des données internes. Et aujourd'hui, à travers l'expertise métier, on va aller chercher beaucoup de données externes pour améliorer et prédire des comportements de churn. Ben voilà, ça sera le mot de la fin. Et donc, la conclusion qu'on voulait partager avec vous, hein, c'est qu'effectivement, la réussite d'une campagne dépend clairement des data, hein, que ça soit via Benoît pour identifier les potentiels, comme on l'a vu grâce au scoring, que comme ça soit avec Abelkrim. Merci aussi de votre participation pour voir au-delà et même au-delà de ses propres data et de tout ce qui peut se passer chez les concurrents et sur le web. Et bien sûr, ça à la fin pour faire des contenus les plus pertinents possibles. Et les plus pertinents possibles, c'est qu'en général, lorsqu'ils sont personnalisés avec les cibles. Un mot de conclusion, messieurs. Benoît, peut-être? En tout cas, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, tout ce qu'on a partagé, je pense que ça parle et ça correspond à un vrai sujet, une vraie problématique de tous les marketeurs B2B aujourd'hui. C'est comment articuler une envie collective de personnalisation, de pertinence, avec les moyens qu'on peut y mettre. Et donc, il y a cet enjeu de trouver le bon rapport, entre guillemets, entre l'investissement plus fort sur certains comptes, moins fort sur d'autres. Bref, articuler tout ça, avoir vraiment une approche structurée et basée non pas que sur l'intuition, mais basée sur de la data pour optimiser et surtout pour pouvoir mesurer, apprendre de ce qu'on fait et d'être dans une logique d'amélioration permanente. Abdelkrim, un mot de conclusion peut-être? Oui, je dirais que il est important en fait qu'on soit une petite entreprise. J'ai vu une question, est-ce que la data, l'ABM s'adresse aux PME? Oui, bien sûr. Et si vous vous interrogez pas dès maintenant sur votre stratégie data, ça sera des entreprises comme Amazon ou Google ou autres, en fait, qu'ils feront à votre place, hein, et vous serez de plus. Déjà, nous sommes dépendants de ces entreprises. Nous le serons encore plus demain. Et puis, pour finir, moi, je dis toujours que l'IA, c'est une révolution. On n'en est qu'au début, donc rien n'est perdu. Tout comme l'électricité qui a apparu en 1910 ou l'Internet en 1990, 2020 est vraiment le début de l'IA. Donc, cet outil-là va vraiment interagir aussi bien dans nos vies personnelles que dans nos vies professionnelles. Il faut que vous essayiez de vous interroger sur toute la valeur que vous pouvez en tirer. Merci beaucoup pour cette conclusion. Merci aussi à Benoît. Voilà nos coordonnées. Vous pouvez prolonger avec nous ces échanges. Merci Abdelkrim de ces témoignages. Et donc, n'hésitez pas à aller sur le site d'Octopic pour en savoir plus. Et on vous dit à très bientôt pour un prochain webinaire sur l'ABM et cette thématique de la data. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci à tous. Merci à vous.